Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire de décryptage et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver encore cette semaine. Le président du Faso s'est adressé à la nation vendredi. Il donne un délai de 5 mois pour un premier bilan sur la mission de reconquête du territoire national. Autre actualité cette semaine, ce sont les réactions des gouvernements burkinabés et guinéens à l'ultimatum de la CEDEAO. Nous en parlerons avec Amadé Adamassoro qui est déjà avec nous sur ce plateau. Et dans sa fait débat, on parle football cette semaine. Quelle suite la Fédération internationale de football association FIFA pourrait-elle donner à la requête des frondeurs de la Fédération burkinabé de football? Les mésententes au sein de cette fédération sont-elles en train d'affecter l'équipe nationale? Quelle appréciation peut-on faire des deux dernières sorties des étalons lors des journées FIFA? Que faut-il pour instaurer un climat pré-éliminatoire plus sain pour ne pas rater le rendez-vous de la Côte d'Ivoire en 2023? Deux invités seront avec nous sur ce plateau pour tenter d'apporter des réponses à ces interrogations. Il s'agit de Salifou Guigma, il est journaliste sportif à Horizon FM, et Moussa Ramdé, journaliste sportif à CS Média. Merci une fois de plus de votre fidélité à 7 jours dans la savane et merci de vous installer confortablement. Et dans l'actualité cette semaine, le président du Faso, président de la transition, s'est adressé à la nation vendredi. Il donne 5 mois pour un premier bilan de la mission de reconquête du territoire national. Des décisions importantes ont également été annoncées. Écoutons Paul-Henri Sandaogo Damiba avant de retrouver Amadé Adamassoro pour en parler. Conscient des difficultés que rencontrent nos hommes sur le terrain, j'ai donné instruction pour la mise en route d'importants projets d'équipement dans différents secteurs afin de renforcer davantage les capacités opérationnelles des forces engagées. Si l'impatience des Burkinabés est légitime, elle ne doit pas se convertir en doute ni en peur, parce que notre stratégie pour recouvrer l'intégralité de notre territoire ne souffre d'aucune imprécision. Les premières actions pour agir directement sur les facteurs du terrorisme dans notre pays sont déjà en cours. Il s'agit d'une combinaison d'actions civiles et d'actions militaires qui vont mobiliser et impliquer des acteurs importants de la vie de nos communautés. Le but est d'aménager des passerelles pour permettre à ceux qui, par naïveté, par appât du gain, par contrainte ou par désir de vengeance, ont été entraînés dans une spirale extrémiste qui ne leur procurera ni le salut ni la gloire des héros. La stabilisation du Faso ne passera pas seulement par des combats. Il nous faut surtout réapprendre à vivre ensemble, dans la tolérance, l'acceptation de nos différences culturelles, communautaires, ethniques et religieuses. Burkinabés des villes et des campagnes, ces temps de guerre nous imposent des sacrifices qu'il nous faut assumer collectivement. Pour créer les conditions d'un engagement total de tous autour de l'essentiel qui est de recouvrer l'intégrité de notre territoire, en plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé, premièrement, de la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Deuxièmement, de l'interdiction formelle aux populations civiles de résider ou de mener des activités dans certaines zones d'opération militaire.
Troisièmement, de la restriction des manifestations à caractère politique ou associatif de nature à perturber l'ordre public ou à mobiliser des forces de sécurité dont la contribution serait plus opportune au front. Quatrièmement, du démarrage effectif de l'opération des audits dans l'administration publique et dans les sociétés d'État. Les travaux d'audit ont d'ailleurs commencé ce jour, 1er avril 2022. Et enfin, de l'organisation d'une journée de prière pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour un premier bilan de la mission de reconquête de notre territoire. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, Hamadé Adamassoro, c'est avec vous que nous faisons les décryptages de l'actualité qui ont marqué cette semaine. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour Kambou, bonjour à toutes et à tous. Alors, discours du chef de l'État à la nation, un 1er avril. À l'annonce, tout le monde avait pensé à un poisson d'avril. Est-ce que ce discours vous a surpris, vous? Oui, ça m'a surpris, comme ça a surpris beaucoup de mes compatriotes. Comme vous l'avez dit, ça coïncidait avec le 1er avril, ces moments donc utilisés par certains pour faire des blagues. Mais la situation était nationale, ne prêtait pas, je pense, à cela, puisqu'il y a péril à la demeure. En ce qui concerne les discours, dans un premier temps, il faut donc dire que c'est un discours qui tranche un peu dans le ton avec les discours que nous avons l'habitude donc d'entendre des chefs d'État, à part peut-être la période révolutionnaire ou pendant la transition avec Michel Kafando, qui nous avait effectivement habitués à des discours où il y avait un peu un écart avec le langage diplomatique, où il y a des mots qui appellent au patriotisme, ou des mots qui appellent effectivement à un engagement plus résolu de la part donc des citoyens. Et ce discours a donc un impact ou un relief plus poussé parce que ça fait 2 mois, comme l'a dit le président à l'entame de son discours, que le Burkina Faso était dans une sorte d'expectative. Alors on ne savait pas, est-ce que ils ont pris le pouvoir sans avoir le temps nécessaire pour préparer l'après-pouvoir, ou c'était une stratégie qui était mise en place. Mais je pense que de façon objective, on peut être rassuré qu'il ne s'agit pas d'un tâtonnement, mais d'une démarche alors bien ficelée, parce que d'après lui, c'était une étape indispensable. Il fallait avoir un soubassement, donc il fallait avoir un consensus minimum, il fallait écouter tous les pans de la société burkinabé pour dégager maintenant alors une vision commune qui va naturellement s'attaquer à notre problème essentiel, à savoir la lutte contre le terrorisme. Il dit que la préparation d'une mission est aussi importante Absolument. que son exécution. Absolument. Il a dit dans et en tant que militaire, je pense qu'on ne lui apprend rien en ce qui concerne la rigueur ou le sérieux qui doit être déployé dans la préparation d'une mission. Lorsqu'on prépare une mission, il y a des impondérables, certes, mais il y a des facteurs que nous pouvons maîtriser, à savoir la logistique, à savoir le déploiement, à savoir donc l'étude de terrain, ce qu'ils appellent la reconnaissance terme militaire, pour savoir on a affaire à qui. Alors ici, ce qu'il faut retenir, ça a requinqué, je pense que beaucoup de personnes, et ça a donné une visibilité de l'action qui sera prise. Maintenant, entre le discours et l'action, ça c'est un autre débat. Voilà, ce qui n'est pas encore arrivé, moi je ne peux pas être 100% optimiste, je ne peux pas être 100% pessimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire, j'attends les actions qui seront menées sur le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, apprécier de la justesse donc des propos qui sont choisis. Sinon, c'est des propos, moi j'avais donc tendance à avoir l'impression d'avoir devant moi un chef militaire qui s'adresse à ces éléments, à la troupe, avec des mots vraiment qui ont un sens très profond, où il fait appel, n'est-ce pas, à la bravoure légendaire du peuple burkinabé, où il fait, n'est-ce pas, référence au fait que le Burkina Faso a toujours survécu
donc aux différentes crises, péripéties qui ont jalonné son histoire. Et je pense qu'un chef d'État est celui donc, qui doit requinquer, qui doit donc trouver des mots qui soignent, qui donnent donc de la consistance, qui donnent, n'est-ce pas, le courage aux troupes de pouvoir commencer et donc continuer le combat. Je pense que la stratégie qui sera mise en place pourra en tout cas être un indicateur sur les actions qui seront menées, surtout qu'il a fait référence à une vaste opération d'équipement militaire, et une action coordonnée entre les civils et les militaires pour pouvoir venir à bout. Et pour cela d'ailleurs, il a annoncé en tout cas d'importantes décisions, parlant des stratégies qui seront déployées. Il dit qu'il est convaincu que l'action militaire seulement ne suffira pas à juguler cette crise. Absolument. Et il dit par exemple qu'il va créer, ou il a déjà créé des comités locaux de dialogue, donc pour peut-être offrir une passerelle aux fils du pays qui se seraient égarés de pouvoir peut-être revenir à la maison. Il parle également d'interdiction des manifestations à caractère politique et associatif, interdiction de résider dans les zones pour les civils, voilà, ou d'exercer des activités dans des zones d'intervention des forces armées nationales. Il rassure également sur le fait que les audits dans l'administration publique ont débuté, donc les jours même de son discours le 1er, et il annonce une journée de prière pour la paix et la réconciliation nationale. Absolument. Quelle est votre appréciation par rapport à cette batterie de mesures annoncées ou de décisions annoncées? Vous savez que en matière politique, la profession de foi est toujours analysée à l'aune de sa concrétisation sur le terrain. Ouais. Ce sont des mesures salutaires. Je pense que si on arrive à les implémenter, le Burkina Faso pourra sortir de l'ornière, comme il a dit. Mais il y a un écart, pour l'instant, entre ce qui est annoncé, entre ce qui sera fait. Et je pense que ce n'est pas impossible, ce n'est pas insurmontable, d'autant plus que si nous avons, comme il a souhaité, une union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, à savoir la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme. Ce n'est pas de la mer à boire. Ceux qui nous attaquent, ce sont des humains comme nous. Et il n'y a pas donc de preuves qui montrent qu'ils sont plus aguerris que nous. Peut-être qu'ils sont plus motivés. Donc je pense qu'ici, il doit y avoir également dans le plan d'Amiba ou donc du pouvoir de la transition des ingrédients ou des facteurs pour stimuler davantage, pour motiver davantage. Quand on dit motiver, il ne faut pas chaque fois voir le côté financier. Hein. Il y a également des propos qui galvanisent, qui doivent être portés à l'attention, n'est-ce pas, des troupes. Parce que si on se rend compte qu'on lutte pour son pays, puisqu'il a dit c'est la survie de la nation burkinabé qui est en jeu ici. Oui. Or, si vous avez un État qui est en délabrement, qui est en déliquescence, vous n'avez plus rien. Puisque c'est l'État qui est le socle à travers lequel vous pouvez mener les autres activités. Ouais. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas d'État, vous n'avez plus rien. Alors, donc ici, l'intérêt supérieur de la nation, c'est celui qui doit consister à amener les filles et les fils de cette même nation à faire une union sacrée, autour, à terre, en fait, les querelles intestines, les intérêts égoïstes, pour que la nation burkinabé puisse vivre. C'est quand le Burkina va vivre que nous pourrons maintenant faire avancer nos différents agendas. Sinon, ce n'est pas en tout cas possible. Je prends par exemple le premier cas où il parle en fait d'installation des comités locaux de dialogue. Ouais. Parce que dans cette histoire de terrorisme, il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes qui disent qu'ils font le djihad, etc. Mais il y a aussi des gens qui peut-être... comme il a souligné, par naïveté ou par vengeance, désir de se venger, parce qu'ils estiment que leur territoire, la part du gain facile, leur territoire est abandonné. Il faut discuter. Il faut discuter avec ces personnes-là pour comprendre. Si ils font preuve... passer là une sorte de négociation. Oui, c'est la négociation, bien sûr. C'est une manière de parler. Oui, tout à fait. Tout dépend du choix des mots. Voilà, parce que, vous savez, en politique et en diplomatie, on peut dire la même chose de 1000 manières. Voilà. Si les gens ne veulent pas entendre le mot négociation, alors on laisse tomber la négociation, même pas de dialogue, mais c'est le même contenu en réalité. Voilà. Si nous avons des Burkinabés qui estiment qu'il y a des pratiques venant de l'État central qui ne leur conviennent pas, on peut discuter avec eux. Mais si nous avons des entités qui sont exogènes, qui ne sont pas des Burkinabés, avec quoi, sur quelle base vous allez discuter avec ces personnes?
Quelqu'un qui va vous demander de quitter chez vous. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de dialogue avec cette personne. Ouais. Mais si on met tous les groupes dans le même lot, alors je pense qu'ici, on fait un mauvais diagnostic. Il faut donc essayer de voir, parmi ceux qui nous attaquent là, quelles sont les différentes revendications, quelle est en fait les stratégies, quelle est les véritables mobiles, les véritables motivations. À ce moment, nous avons des ressources compétentes pour effectivement soit enclencher le volet dialogue, soit également apporter, n'est-ce pas, comme il a dit, un coup plus fatal que le coup qu'il nous apporte, qu'il nous porte. Alors, il y a une décision quand même qui est aussi ou assez importante, c'est l'interdiction des manifestations à caractère politique. Ça vient quand même dans un contexte où des OSC annonçaient déjà des manifestations. Je prends par exemple le cas du Mpresca qui a donné un ultimatum de 2 mois pour libérer le pays, sans quoi le mouvement avait annoncé des possibilités de manifester. Absolument. Au risque de déplaire, nous sommes dans un pays où la question politique est politisée. Ce n'est pas de la redondance, mais c'est une manière de dire que les gens s'intéressent beaucoup à la question politique, sans véritablement avoir les outils nécessaires pour une bonne lecture de la question politique. Ici, tout le monde pense que celui qui sort à la télé, qui parle ou qui manifeste, qui arrive à mobiliser est un homme politique. Non. L'homme politique se définit par la profondeur de son analyse de la situation nationale, par la profondeur de la vision qu'il fait de son pays et quelle est la trajectoire qu'il compte mener l'ensemble de la population, des citoyens. C'est pas parce que voilà, j'ai fait quelques mois ou quelques années de séjour dans une université que je suis vraiment alors mieux placé pour conduire les destins, la destinée de la nation. Ici donc le fait de restreindre, je pense que ça a été même évoqué lors de sa première rencontre avec la classe politique. Oui. Il a demandé de faire une rétrospective en fait, c'est-à-dire un bilan introspectif de ce qu'eux ils ont mené comme travail, puisque c'est en fait le manque d'horizon. Hein? C'est parce que l'horizon politique était bouché, d'après eux, que cette action-là militaire est intervenue. Donc, c'était en fait une manière de demander à cette classe politique de faire son autocritique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, autocritique suppose de faire profil bas, de ne pas toujours occuper. On ne vous a pas dit de disparaître, mais de faire profil bas, de faire une autocritique pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre manière de faire. Est-ce que l'approche qui a été développée par la classe politique est une approche qui est en déphasage avec les aspirations de la population, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, le fait donc d'interdire ces manifestations à caractère politique ou associatif là, peut-être c'est pour concentrer l'essentiel des efforts nationaux sur la lutte contre le terrorisme. Après, nous pouvons donc le faire. Voilà pourquoi il a dit il faut faire des sacrifices actuellement, perdre une parcelle de la liberté individuelle aujourd'hui pour que demain les enfants puissent bénéficier de la plénitude de la liberté. Merci donc pour l'éclairage par rapport à ce point. Autre point important, c'est l'interdiction de résider dans les zones d'action. Bon, je ne comprends pas trop, mais peut-être c'est pour mener des opérations militaires. Alors, si on va mener des opérations militaires, pour éviter les effets collatéraux, les victimes collatérales, donc je pense que la population civile, puisque d'après si je me souviens très bien, c'est adressé aux populations civiles qui y résident ou qui y mènent des activités commerciales. Alors donc, si on a donné un ultimatum à ces personnes de libérer les lieux, peut-être c'est un peu lié aux actions militaires. Et ça, c'est un simple point de vue. Je ne sais pas si ça correspond. C'est le bon contenu. Alors, voilà. L'autre décision importante, c'est cette journée de prière pour la paix et la réconciliation. Oui, avant cela, il a parlé également de l'audit, etc., qui est aussi important. Parce que lorsqu'on est dans une impasse, il faut essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dédouaner, bien sûr, l'administration publique, y compris l'armée, hein, parce que si on fait une audit sans passer par l'armée aussi, ça n'irait pas vraiment. Mais apparemment, ça, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Hein. Mais l'armée, normalement, fait partie de l'administration publique. Oui, bien parler des sociétés d'État. Non, mais l'armée fait partie de l'administration publique ou pas? C'est bien. Puisque c'est un ministère, ils sont payés par le trésor public. Alors donc ici, si c'est un travail global, là, ça peut donner plus de crédit à l'action qui est menée. Voilà.
Parce qu'il y a déjà, je reparle encore du Impresca, qui a fait une sortie médiatique cette semaine, qui demandait d'ailleurs la publication du rapport d'enquête sur le drame d'Inata. Absolument, tout ça. Voilà. Donc, je pense que ici, autant nous devrons nous orienter vers les actions vigoureuses de lutte contre le terrorisme, nous devrons également, autant nous devrons faire un feedback pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché à travers le rétroviseur. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui bloque? Parce que la bureaucratie, là, la lenteur administrative est également un fléau contre lequel il faut peut-être sûrement combattre. Il faut s'ériger contre ces deux fléaux-là. Peut-être même les manquements ou les lacunes que nous observons dans la lutte contre le terrorisme a pour origine le laxisme, ou du moins la lenteur administrative, ou la bureaucratie, parce qu'il suffit seulement de dire, lorsqu'une information est relayée à une administration donnée, et qu'il n'y a pas une action, une suite qui a été donnée à cette action, ça peut avoir des conséquences dommageables pour la population, pour les forces engagées sur le terrain. Donc, je pense ça a été le cas d'ailleurs pour Inata, c'est ce qui nous a été dit, ces dysfonctionnements dont avait parlé Rochmark Christian. Tout à fait. Il est très très urgent de s'attaquer effectivement à cette question, et c'est l'audit qui va peut-être permettre de faire un très bon diagnostic. Ce n'est pas seulement, peut-être les gens pensent que c'est pour sanctionner, non, c'est pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Et c'est donc, il avait promis, il a parlé d'une gouvernance vertueuse. Si vraiment on arrive à asseoir une véritable gouvernance vertueuse, je pense que tous les pans de la société vont sentir ce changement-là. Ça veut dire, c'est pas par un coup de bâton magique, baguette magique qu'on va résoudre, non. C'est un travail minutieux, élaboré en tenant compte de certains facteurs qui peuvent aider à juguler ces différents goulots d'étranglement-là. Et là, maintenant, nous pourrons nous attaquer à la question donc, de la lutte contre le terrorisme avec plus d'efficacité. Et bien sûr, la terminer par la journée de prière, même si certains ont commencé à tourner cela en ridicule. Bon, ici, nous sommes dans une démocratie et les gens donc sont libres de parler. Dans toute chose, il faut la bénédiction de Dieu. Absolument. Si vous ne savez pas pourquoi vous luttez, vous allez être sûr, ou soyez sûr que vous n'allez pas remporter de victoire. Il faudra une conviction. Et souvent, si les gens ne peuvent pas être mobilisés autour du patriotisme, de la patrie, ils peuvent être mobilisés autour peut-être de leur foi, de leur croyance. Et en tant que... l'élément fédérateur. Ou en tant qu'élément, oui, tout à fait, un élément fédérateur. Mais aussi, il faut ratisser large. Voilà pourquoi je pense qu'il est allé dans les confessions religieuses, coutumières, dans toutes les notabilités, parce qu'on a besoin d'un socle. Sans socle, aujourd'hui, si vous voyez par exemple que la transition au Mali arrive à tenir, c'est parce qu'il y a un socle social, populaire, qui soutient l'action. Sinon, ce n'est pas tenable. Quand les gens ont adopté les sanctions le 9 janvier, ils n'avaient pas vendu trop cher la peau du Mali. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas tenir 2 semaines. Ils sont en train de rentrer dans le 3e ou le 4e mois. Donc, ça veut dire, s'il y a une prise de conscience de façon généralisée au sein de la population, je pense qu'on peut faire des miracles. Dans tous les pays du monde. Si par exemple vous avez vu que les grandes puissances n'ont pas pu vaincre des petits pays, on a vu les États-Unis au Vietnam, récemment en Afghanistan, la France également au Vietnam, etc. C'est parce qu'il y a un sentiment qui est là, il y a un sentiment national qui est là, nous sommes chez nous. On n'a rien fait à personne. Pourquoi vous voulez venir nous faire la force chez nous? Donc il faut trouver des mots, des propos qui vont fédérer les gens. C'est parce que vous êtes une nation, vous êtes un pays qui vous pouvez, n'est-ce pas, vous adonner à d'autres types d'activités. Si votre nation disparaît, vous allez aussi disparaître. Ah, c'est bien cela. Voilà. Alors, il donne maintenant 5 mois pour faire le bilan de la mission de reconquête du territoire national. Est-ce que c'est un délai de grâce que le président négocie? Non, je pense qu'il n'y a plus de délai de grâce. Parce que les critiques commençaient le délai de grâce là est passé. Voilà. Est-ce que c'est pas un bonus qu'il demande? Bon, quand on dit bonus, c'est trop. Est-ce que c'est quoi? C'est pas une autre forme de dire nous avons plus le temps de... c'est vrai qu'il était engagé sur le terrain, mais ça c'est un autre niveau. Être aux affaires, être sur le terrain, ça fait 2. Peut-être il a eu le temps de faire le tour des différentes préoccupations du pays à travers les forces vives de la nation.
et que, comme il a dit, cette période de latence-là, ce n'est pas synonyme d'imprécision. C'est plutôt nécessaire pour orienter maintenant l'action qui sera menée. Si lui-même il a fixé 5 ans, 5 mois, voilà, chez nous, en Morée, il y a un proverbe qui dit que c'est lui qui dit que sa poule a beaucoup de graisse, pour dire qu'effectivement cette graisse même conduit à éteindre le feu. Donc il faut aller dans ce sens. Voilà, si c'est lui-même qui a effectivement fixé le délai donc de 5 mois, alors nous ne pouvons que souhaiter que ce soit même avant cela, que la situation puisse revenir à la normale. On se rappelle que le dernier Premier ministre de Roch Kaboré, Lassana Zerbo, avait donné 6 mois pour stabiliser le pays. Tout à fait. Nous sommes des observateurs, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'a pas été associé à fixer le délai de 5 mois, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être lui, c'est comme disent également les Ivoiriens, si vous voyez un margoullat courir un pantalon, c'est que pour ça qu'il a trouvé. Il a trouvé une solution. Alors, l'autre passage du discours du président qui a retenu mon attention, il dit que les mesures déjà prises et celles peut-être qui seront prises bientôt pourraient créer des grincements des dents. C'est connaissant peut-être la nature du gouvernement. Il faut s'attendre à une restriction des libertés. Déjà, on a parlé de l'interdiction des manifestations à caractère politique ou associatif. Est-ce que le président pourrait aller au-delà de cela? Vraiment, je n'ai pas d'exemple type. En touchant peut-être la liberté de la presse. Est-ce qu'il pourrait aller au-delà? Tout est possible. Tout est possible. D'autant plus que les militaires disent que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et que si vraiment... En fait, ce que nous déplorons ou nous reprochons souvent en fait aux dirigeants, c'est peut-être le manque de, je ne dirais pas sincérité, mais le manque de communication. C'est vrai qu'on ne dirige pas un pays comme on dirige un foyer ou sa maison, parce qu'il y a des accords qui vous lient, il y a des engagements qui vous lient, vous êtes obligé donc de travailler pour la continuité de l'État. Peut-être il y a des impératifs que celui qui est externe à cela ne perçoit pas réellement. C'est ça. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a déjà annoncé qu'il pourrait y avoir d'autres mesures qui vont restreindre la liberté. Mais il s'est empressé de dire, aujourd'hui, perdre une parcelle de sa liberté individuelle vaut mieux que ensemble vous soyez précipité dans le précipice ou dans l'abîme. À ce moment, vous aurez perdu et la liberté et la vie. Pourtant, la vie vaut mieux que la liberté. Merci donc à vous, Amadé Adamasoro, pour ce décryptage et ces analyses du discours du chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Discours donc à la nation, c'était le vendredi 1er avril dernier. Et nous allons terminer par cet autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine. Le gouvernement donc burkinabé a réagi jeudi à l'ultimatum d'un mois donné par la CEDEAO pour fournir un chronogramme acceptable de la transition. C'était à travers une conférence de presse animée par la ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Le point, c'est avec Daouda Yameogo, avant d'en parler toujours, avec Amadé Adamasoro. Lors de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement n'est pas passé par 4 chemins dans sa réaction concernant la durée de la transition jugée trop longue par la CEDEAO. Pour Lionel Bilgo, le seul délai qui compte, c'est celui de la restauration de la sécurité. On croit au bon sens de la CEDEAO. Dans le communiqué que j'ai lu tout à l'heure, on vous parle d'une CEDEAO des peuples. Et le bon sens voudrait vraiment qu'on tienne compte du contexte de chaque État, du désir de chaque peuple. Et pour le nôtre, nous avons touché le fond. Et notre désir le plus ardent, c'est de rejoindre, c'est de remonter en surface. Et donc, en réalité, nous ne courons pas derrière les délais. Je vous ai dit que le seul délai que le gouvernement se fixe, c'est le délai lié au contexte et à l'opérationnel. Nous devons faire les choses avec réalisme, avec la plus grande prudence pour le bonheur du peuple burkinabé.
Concernant l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'il est bien traité et est en sécurité. Pour quelqu'un comme l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré qui a eu à occuper un haut rang dans notre pays, il est normal que nous assurions sa sécurité et que nous prenions toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, pour garantir son intégrité physique, psychique et morale. D'ailleurs, sur ce point, la commission de la CEDEAO qui était au Burkina, au sortir de la visite qu'ils ont rendue au président Roch-Marc Christian Kaboré, ont bien confirmé qu'il était dans de bonnes dispositions en termes de sécurité, d'intégrité physique, psychique et morale. C'est notre devoir, et le devoir du gouvernement justement, c'est d'assurer au président Roch-Marc Christian Kaboré une sécurité pleine et entière. L'éventualité d'une collaboration avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n'est pas à l'ordre du jour, selon le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a fait le choix de maintenir ses relations et surtout de travailler avec les institutions de la sous-région et les institutions internationales. Nous ne ménageons aucun effort pour chercher des soutiens afin de nous aider et de nous permettre justement à sécuriser davantage le pays. La question de la Russie n'est pas une question d'actualité, mais ce n'est pas non plus une question de non-actualité. Je pense que pour le moment, nous nous attelons à mettre en place un dispositif permettant au pays de rebondir et de surtout retrouver la sécurité pleine et entière de notre territoire. Le gouvernement s'est dit aussi favorable à la nomination d'un médiateur, comme le veut la CEDEAO. Et Amadea Damasoro est avec nous toujours pour parler de cette autre actualité. Alors, cette fois, j'allais dire peut-être votre domaine de prédilection, en tout cas dans cette émission. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Alors, vous avez un peu suivi la réaction du gouvernement guinéen. Vous avez également suivi plusieurs fois les réactions du gouvernement malien à la CEDEAO. Vous venez de voir la réaction du gouvernement burkinabé, en tout cas à l'ultimatum qui a été lancé par la CEDEAO. Quand vous analysez les tons de ces trois gouvernements ou de ces trois juntes entre griffes, quelle est la comparaison que vous pouvez faire? Il faut tout d'abord saluer, je pense, les tons pondérés, à la limite diplomatique, qui a été utilisé par le gouverneur burkinabé, et pour répondre de façon indirecte, n'est-ce pas, au communiqué final de la CEDEAO. C'est vrai que dans le fond, il y a une réalité qui se dégage, celle de ne pas trahir les conclusions auxquelles sont parvenues les assises nationales. Et vous savez que le délai des 36 mois est un délai qui a été obtenu à l'issue donc de ces assises nationales. Il y a eu bien avant un travail du comité technique, de la commission technique de l'élaboration des textes de la transition, de l'agenda de la transition, qui a été chapeauté effectivement par les travaux des assises nationales. Alors nous ne pouvons pas, en tant qu'un pays, c'est vrai, membre de la CEDEAO, mais aussi en tant que pays souverain, balayer du revers de la main ce qui a été obtenu de façon consensuelle au niveau national. Et je pense que la CEDEAO doit également prendre cela en compte. Après tout, la CEDEAO n'est pas, à mon avis, une institution qui chaque fois va se mettre en porte-à-faux avec les travaux ou les conclusions qui sont arrêtées par les différents pays membres. Autrement dit, on ne comprendrait pas quel est l'agenda, le véritable agenda donc, de cette institution. Alors, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas son mot à dire, d'autant plus que c'est une institution qui parle au nom des pays membres. Ici, la CEDEAO a juste donc parlé de sa préoccupation par rapport au délai donc, de 36 mois qui a été adopté par le Burkina Faso, sans entrer dans les détails. Peut-être c'est une manière également d'ouvrir les dialogues. Bien entendu, il y a eu une délégation de la CEDEAO qui était donc au Burkina, qui a été reçue par le chef de l'État. Conduite par le président de la commission. Jean-Claude Kassibou. Absolument. Alors, rien n'a filtré de cet entretien, donc, sauf
l'expression selon laquelle tout se serait passé dans un climat sain, dans un climat donc d'échanges fructueux entre les deux parties. C'est des langages diplomatiques, peut-être pour dire que pour l'instant, on est sur le bon chemin. Voilà. Et on ne peut pas, donc, pour l'instant, dire que la réaction du Burkina doit être celle du Mali ou de la Guinée, qui, pour le cas du Mali, tout le monde le sait, il y a eu vraiment une véritable un bras de fer robuste entre les deux situations, puisqu'il y a eu rappel d'ambassadeurs, il y a eu fermeture de frontières, etc. Le Burkina n'est pas encore à ce niveau. Alors, donc quand on dit que le Burkina ne court pas derrière les délais, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que, après tout, la mission régalienne de tout État, de tout gouvernement, c'est de travailler à sécuriser d'abord l'espace vital de la nation. Si vous n'avez pas de sécurité, si vous n'avez pas donc une emprise sur l'ensemble de votre territoire, moi je pense que ce serait illusoire de parler d'élection. Comme je l'ai dit dans l'émission passée, je n'ai pas parcouru les textes de la CEDEAO, mais ça m'étonnerait qu'il y ait en tout cas une disposition où on dit s'il y a un coup d'État, il faut retourner à l'égalité constitutionnelle dans un délai de 6 mois, de 8 mois, etc. Tout est question donc de discussion, tout est question de négociation. Et de contexte. Alors, et de contexte. Alors donc on ne doit pas faire de fixation sur une date donnée, d'autant plus que cela doit obéir aux contingences sur le terrain. Le président l'a dit d'ailleurs dans son discours. Absolument, à la nation. Pas de fixation, sur le délai. Parce que les délais, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est comme si la CEDEAO était plutôt attachée aux formes, sans même s'attaquer au fond. On n'est pas dans les histoires de formalisme. Hein? Ce n'est pas en fait la forme qui est plus importante. C'est quoi? C'est pas la forme qui est plus importante, c'est plutôt le fond. Alors, si on organise des élections bâclées, sur une partie du territoire. Or, ces élections ne sont pas le reflet de la réalité des urnes. Comment est-ce qu'on peut, quelle légitimité vont avoir les pouvoirs qui en seront issus? Donc, je pense qu'ici, on doit raison garder, on doit transcender la forme pour aller au fond, discuter vraiment, savoir pourquoi il y a un protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Au départ, il n'y avait pas ça dans les institutions, dans les textes donc, qui ont présidé à la création de la CEDEAO. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas amorcer une véritable intégration économique s'il n'y a pas un soubassement politique viable. C'est la raison pour laquelle les dirigeants, les pays membres ont estimé qu'on pourra peut-être intégrer un autre volet, à savoir le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Alors, donc, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, s'il n'y a pas de démocratie, alors, donc, le reste des pans en ce qui concerne l'économie, la politique va donc en pâtir. Donc, je pense qu'ici, on doit transcender, comme je l'ai dit, la forme pour aller au fond des choses, pour voir sur le terrain. D'autant plus qu'on n'a pas de propositions concrètes en termes donc d'appui financier, militaire, venant de la CEDEAO. Si la CEDEAO dit que Burkina Faso, 36 mois, c'est trop. Alors, dès demain, nous allons mettre en place une force d'intervention qui va bouter les terroristes hors de votre territoire. Là, comme l'a dit le président, on serait prêt maintenant à réviser effectivement le délai de 36 mois. Il n'y a pas de fétichisme donc, sur le délai. Il y a quelque chose quand même qui retient l'attention lorsqu'on écoute ou lorsqu'on a écouté le ministre porte-parole du gouvernement. Il dit que le gouvernement burkinabé croit à une CEDEAO des peuples. Mais c'est une interpellation. C'est une interpellation. C'est-à-dire qu'on veut une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO des présidents. C'est quand même paradoxal, puisque ce sont les peuples qui ont élu ces présidents. Donc si vraiment la CEDEAO a pour mission essentielle travailler à l'intégration économique, au raffermissement des liens entre les peuples, au dialogue, n'est-ce pas, à la consolidation des liens de la sous-région ouest-africaine, je pense qu'elle doit avoir une oreille plus attentive par rapport aux clameurs, par rapport, n'est-ce pas, aux revendications, aux aspirations qui sont développées par la jeunesse. Et là, comme je l'ai toujours dit, en ce moment, il y aura une symbiose entre les sommets et la base. Et là, on peut être sur le même diapason et regarder maintenant l'avenir donc avec plus de sérénité que d'avoir un hiatus entre ce qui se décide dans des salons filtrés et ce que vit
n'est-ce pas, le reste de la population africaine. Alors, et les retours à la stabilité, à la sécurité d'antan, peut-être peut dépendre aussi des partenaires, notamment au plan militaire. Et sur cette question, la question a été posée sur la probabilité ou la possibilité d'une collaboration avec la Russie. Tout à fait. Le porte-parole du gouvernement a dit que ce n'est pas d'actualité, mais ce n'est pas aussi de non-actualité. Comment est-ce que vous avez compris? Oui, ça, j'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle le ministre de porte-parole du gouvernement a traité la question, puisque lorsque vous êtes un État, vous ne devrez pas agir dans l'émotion. C'est vrai que nous avons des jeunes qui brandissent les drapeaux russes, etc., tout en oubliant que les États ont des intérêts. Alors, l'armée russe ou les instructeurs russes ne vont pas traverser 10 000 ou 15 000 km pour les beaux-yeux des Burkinabés. S'ils viennent au Burkina, c'est qu'ils ont également leurs intérêts. Et comme l'a dit l'ancien président français, Charles de Gaulle, un individu peut avoir des amis, mais un État non. Un État a toujours des intérêts. Alors ici, c'est une manière pour dire que le Burkina Faso, s'il décide de diversifier, n'est-ce pas, ses partenariats dans beaucoup de domaines, et c'est dans son droit. Sinon, il n'y aura pas de sens au mot souveraineté. Oui. Ici, c'est une manière diplomatique pour dire que nous, ce n'est pas à l'ordre du jour. Actuellement, il n'y a pas, sauf avec la Turquie, je pense qu'il y a même eu des accords militaires entre le Burkina Faso et la Turquie. Ah oui. Ça a été acté juste en avant, avant la chute de Roch-Kaboré. Et que je pense que dans l'histoire aussi, peut-être souvent pendant l'évolution, on avait des entrées, même en Corée du Nord plutôt, et en Russie, avec d'autres pays, la Libye, etc. Donc, en tant qu'État, il ne faut pas agir dans le court et le moyen terme, il faut agir dans le long terme. C'est vrai que nous avons des préoccupations pressantes actuellement, notamment la question de l'insécurité, mais un État doit avoir une vision. Ce que moi je reproche beaucoup à nos dirigeants burkinabés et africains, c'est que nous manquons donc de vision. Nous sommes plutôt dans l'instantanéité, dans le court terme. Or, un État doit dégager une vision qui va au-delà de 50, de 100 ans. C'est ainsi que vous pouvez effectivement bâtir des socles pour propulser votre pays dans le Conseil des Nations. Terminons peut-être par la réaction de la Guinée à l'ultimatum de la CEDEAO. Le porte-parole du gouvernement guinéen a laissé entendre que le gouvernement de la Guinée va travailler selon les rythmes que commande le contexte du pays. Cela signifie un rejet en bloc de ces injonctions. Oui, c'est une forme polie, donc de dire que mêlez-vous de ce qui vous regarde. D'abord, la Guinée est suspendue de l'instance sous-régionale, la CEDEAO. La Guinée n'est pas au niveau de la BCEAO, qui est un véritable marteau financier, comme brandit à tort ou à raison sur certains États jugés récalcitrants, etc. Donc, c'est pour dire que nous allons travailler conformément à quoi? À l'évolution de la situation nationale. C'est vrai qu'on est un peu souvent gêné quand on parle de ces choses-là, parce qu'il ne faut pas également donner un blanc-seing, comme on dit, au pouvoir militaire pour décider quand est-ce qu'ils doivent intervenir dans les jeux politiques, etc. Mais les pouvoirs civils aussi ont failli. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Je pense qu'il faut faire la jonction entre les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires pour trouver la bonne formule. Autant les militaires ont montré leur boulimie pour le pouvoir dans cet État, autant aussi les civils ont failli dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, si nous avons tous ces problèmes, c'est parce que, en grande majorité, c'est les pouvoirs les civils qui étaient au pouvoir n'ont pas su vraiment asseoir les véritables bases d'une démocratie de développement. C'est vraiment des démocraties à la limite formelles, réduites seulement aux élections. Ouais. Comme je l'ai dit, les élections ne sont pas le seul indicateur d'une bonne santé démocratique dans un État. C'est un indicateur important, mais il y a d'autres paramètres. Il y a la sensibilisation, il y a l'éducation, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut mettre en place pour qu'on dise véritablement que les voix
ne suffit pas de mettre l'urne dans le bulletin dans l'urne. Il faut savoir pourquoi on introduit le bulletin dans l'urne et à quoi ça va servir. Il faut que l'action, donc l'opération de vote là, soit précédée d'une véritable prise de conscience de l'acte qui est posé. Et c'est là maintenant qu'on peut affirmer qu'on est en phase d'un véritable processus démocratique. Merci à vous, Amadé Adamasoro, pour ces analyses, pour ce décryptage par rapport, en tout cas, aux réactions des gouvernements guinéens et burkinabés sur les injonctions de la CEDEAO. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Chers amis téléspectateurs, vous n'aurez pas, une fois de plus, votre édito cette semaine. Tout de suite, on y va à Ça fait débat. Dans Ça fait débat aujourd'hui, il est question de football, le football burkinabé qui semble traverser une zone de turbulence avec les guéguerres au sein de la fédération. Cette semaine, des frondeurs opposés au président Lazare Bansé ont saisi la FIFA. Quelle suite l'instance internationale de football pourrait-elle donner à cette requête? Les mésententes au sein de cette fédération sont-elles en train d'affecter l'équipe nationale de football? Quelle appréciation peut-on faire des deux sorties des étalons lors des journées FIFA? Que faut-il faire pour instaurer un climat pré-éliminatoire plus sain pour ne pas rater les rendez-vous de la Côte d'Ivoire en 2023? Deux invités avec moi sur ce plateau pour tenter d'apporter des réponses à ces interrogations. À ma droite, Salifou Guigma, il est journaliste sportif à Horizon FM. Et à ma gauche, Moussa Ramdé, journaliste sportif à CS Média. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Bonjour à tous et à tous. Voilà, je pense que je suis très content de partager ce plateau avec le grand frère Salif Guigma qui nous ont inspirés aussi dans le domaine du sport. Aujourd'hui, c'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Bonjour Gambou et bonjour à tous. Merci une fois de plus à tous les deux. Alors, commençons par les deux dernières sorties des étalons lors des journées FIFA. 5-0 contre le Kosovo le 24 mars et 3-0 contre la Belgique le 29. En tant que journaliste sportif, je commence par vous, Salifou Guigma. Quelle appréciation faites-vous de ces deux scores? Ben écoutez, vous savez qu'en Afrique, au niveau des équipes nationales, on a coutume... quand on a des fenêtres FIFA, de s'essayer la plupart du temps sur deux matchs. Et ce qu'on fait habituellement, c'est quoi? C'est que vous avez un adversaire qu'on va choisir au niveau du top 10 africain et un deuxième qui peut être moins bien placé, c'est-à-dire 20-30, pour pouvoir donc, si vous voulez, avoir des niveaux comme ça et pouvoir essayer les joueurs en compétition, en situation de haut rythme et de moins. Et je vais vous dire une chose, l'équipe kosovare aujourd'hui est une équipe, peut-être que si vous la transposez au niveau de l'Afrique, vous allez vous rendre compte qu'elle est d'une dimension peut-être top 5 africain, parce que à l'intérieur, vous avez des binationaux, vous avez même des trinationaux, en parlant de Voda, par exemple, qui est albanais, qui est belge, qui est aussi kosovar. Vous avez une politique qui a, si vous voulez, amené la fédération kosovare à faire le rappel des troupes il y a une année et demie, 2 ans, et ça a donné un effectif, à mon sens, aujourd'hui, vraiment compact. Donc, souvent, le classement FIFA, je dirais, est beaucoup plus subjectif. Est-ce que vous voulez dire que les 5-0, c'est bon à prendre? Non, pas bon à prendre. Je suis en train de dire qu'on a peut-être pris de haut cette équipe au regard de tout ce que j'ai énuméré comme raison. Voilà, et l'équipe nous a surpris. Donc, pour moi, ça reste un bon client et ça nous rappelle en termes d'enseignement que non, le tout n'est pas donc de voir la façade, il faut rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Maintenant, face à l'orgue belge, je ne vous dis pas c'est top niveau. J'entends juste avant le match que si l'entraîneur fait venir des sélectionnés qui ont moins de 50 sélections. Des joueurs qui ont moins de 50 sélections. Oui, c'est que on ne nous respecte pas, c'est que on nous prend comme un petit poussé. Mais à cela, on oublie de rappeler que seul Bertrand Traoré aujourd'hui a 63 sélections.
On oublie de rappeler que Issoufou Dayo a 55 sélections et que le troisième qui suit a 50 sélections et il s'appelle Steve Yago. Voilà, donc le reste, c'est moins de 50. Donc, à moins de 50 peut-être, ou juste là, mais dans le jeu, on s'est rendu compte que ce n'est pas le nombre de sélections qui fait du joueur ce qu'il est. C'est le nombre de matchs disputés. Voilà. Et on s'est rendu compte au deuxième match que, avec la présence des cadres, qu'il y avait la possibilité vraiment de faire quelque chose. Et je pense qu'il y a quand même lieu de retenir le contenu. On arrive à sortir des balles, on arrive à presser même l'adversaire. Donc les deux matchs mis ensemble, c'est bon selon vous? Absolument, parce que ça nous montre jusqu'à quel niveau nous sommes en situation d'adversaire moindre calibre et en situation de gros clients, de sacrés clients si vous voulez, et c'est qu'on peut faire. Et donc il y a beaucoup de choses à parfaire au niveau de cette équipe burkinabé. Mais merci à vous. Moussa Ramdé, quel est le bilan que vous faites de ces deux dernières sorties des étalons? Bon, moi je pense que je vais d'abord saluer l'effort fait par la Fédération burkinabé de football pour aller chercher ces deux matchs amicaux. Je pense que c'est une première pour moi de voir une équipe du Burkina Faso jouer contre un top, disons, du classement FIFA. Je pense que c'est à saluer, on a osé, ça montre réellement qu'on veut peser vraiment le niveau réel de cette équipe-là. Je pense qu'il a bien souligné, on a pris les deux extrémités entre griffes, c'est-à-dire l'autre qui est vraiment loin du classement, et l'équipe de la Belgique qui est premier. Je pense que quand même on montre l'envie de juger réellement le niveau de cette équipe-là. Et moi, quand j'ai vu la Belgique, j'ai dit waouh, pour une première dans l'histoire du Burkina, voilà, on part titiller le haut niveau pour savoir réellement qu'est-ce qu'on vaut. Parce que vous savez qu'on a aussi des prétentions de jouer la Coupe du Monde, mais quand on va jouer cette Coupe du Monde-là et comment se préparer, je pense que c'est en se frottant face à ces équipes-là. Maintenant, là où ça m'a choqué, voilà, c'est ce que j'ai dit. Cette fédération, le fait d'avoir des grosses ambitions crée aussi des turbulences autour de lui pour mettre des bâtons dans ses roues pour mieux fonctionner normalement. Parlons des deux matchs. Oui, j'arrive. On a bien au problème de la fédération. Bien évidemment, je vais en venir, mais je vais parler même du staff qui a entouré cette équipe. Je pense que je l'ai bien souligné que ce staff-là, on les a envoyés à l'abattoir parce que cette condition dans laquelle ils sont venus, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent produire des résultats satisfaisants sur le terrain. J'ai même souligné ça dès leur nomination. Donc je pense que donc les résultats sur le terrain, pour moi, reflètent une partie de l'environnement qu'on a créé autour de cette équipe-là avant d'aller jouer. Voilà pourquoi moi je ne peux pas prendre les deux matchs-là comme étant le niveau réel de cette équipe-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées hors du terrain. Notamment quand vous prenez le match de Kosovo, il a même souligné, on a vu beaucoup de retard. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? C'est qu'il n'est pas normal d'ailleurs pour une équipe nationale. Voilà. Et j'ai vu après le match des joueurs dans leur interview qui disent on n'a pas respecté les consignes du coach. Je pense qu'on l'a vu. On a vu des défenseurs qui se sont retrouvés en attaque. On a vu des latéraux qui ont monté et oublié même qu'ils sont des latéraux. Il y a tout ça qui fait... L'équipe contre Kosovo n'a pas joué en équipe. Ils ont joué, ils étaient ensemble, mais ils n'ont pas joué en équipe. Il y a eu trop de manquements dans les règles même de football sur le terrain. Et donc, du coup, je ne pense pas que cela reflète le niveau réel de l'équipe. Face à la Belgique, j'ai senti une équipe un peu libérée. Et une équipe qui avait beaucoup de problèmes dans ses vestiaires et que peut-être en se parlant, ils ont pu se libérer. Donc j'ai senti des gens qui ont échangé des balles, qui ont joué librement. Je pense que c'est peut-être face à la Belgique qu'on peut peut-être prétendre dire que l'équipe a présenté une grande partie de son niveau. Est-ce que c'est pas parce que l'équipe était plus complète? Ça peut s'expliquer, parce qu'effectivement contre le Kosovo, il y avait des absents, mais tout ça c'est ce que j'ai dit. Pourquoi il y a ces absences? On n'a pas justifié. Maintenant, donc face à la Belgique, si ces gens-là étaient là, et je pense qu'ils ne se sont pas contentés à être là, mais ils ont joué. Quand vous regardez l'échange de balles entre Bertrand, Tapsoba, entre Dayo et Tapsoba, en tout cas, je pense que ceux qu'on appelait cadres, se sont donnés. Quand vous prenez ceux qui sont rentrés aussi, également, ils se sont donnés. Seulement que sur ces deux matchs, je vais souligner quelque chose que j'ai remarqué, ce sont les erreurs défensives. Quand vous regardez les deux matchs, on a pris plus de 3 à 4 buts sur les erreurs d'emplacement. Ça, vraiment, c'est une identité qu'on a retrouvée. Je pense que ça nous poursuit jusqu'à même l'équipe de Malo. Kamou Malo, on a perdu des matchs comme ça sur des erreurs défensives. Je pense que cela nous suit toujours. Et peut-être c'est la plus grosse leçon
à retenir pour le staff technique, à savoir que l'un des chantiers de cette équipe à construire dans l'avenir, c'est réellement travailler pour les emplacements au niveau de la défense. C'est juste parce que justement par rapport à ça... Alors on va pas trop débattre sur ces aspects parce que le thème central, ce sont les problèmes au niveau de la fédération. Justement, est-ce que cette guéguerre, ce climat qui a régné avant ces matchs n'a pas été pour quelque chose dans ces scores-là? Parce que c'est 2 défaites quand même si vous avez essayé de dire qu'il y a du positif. Oui, tout à fait, vous savez, on échange et quand vous avez des idées, il faut les sortir. Donc vous allez me permettre de rebondir sur ce qu'il a dit. En apportant... J'ai peur qu'on n'arrive pas à débattre. Non, pas du tout. Si vous me laissez parler, vous allez comprendre. Voilà. Le chantier véritable, à mon sens, est entre autres la défense. Et ça s'explique par la non-stabilité. Pourquoi? Parce que vous avez un élément qui change. Comme l'élément qui manque à la paire pour constituer peut-être Edmond Tapsoba, Youssoufou Dayo ou Edmond Tapsoba, Steve Yago? Non, pas Steve Yago, Soumaïla Ouattara, et par moment Steve Yago. C'est peut-être là aussi la présence de Guébré, et il faut saluer cela. Je pense qu'on a retrouvé peut-être un gaucher nominal, et ça peut permettre de stabiliser cette défense qui a maille à trouver vraiment les bas. Et Issa Kaboré nous a manqué également. Exactement, j'en venais. Et donc, cette absence également de Issa Kaboré peut s'expliquer. Je suis en train de répondre à ces inquiétudes. C'est normal que ça tergiverse parce que ça demande de la stabilité au niveau donc, de la défense. Et même au niveau du gardien, vous avez vu, dès qu'il y a 1 ou 2 qui ne sont pas là, ça devient un problème. Donc, ça c'est... Maintenant, pour revenir à votre question. Oui, c'est vrai que le contexte actuellement ne peut pas... oblige peut-être dans l'analyse de voir, si vous voulez, un impact par rapport donc à ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale, avec bien sûr cette histoire aussi liée au team manager que vous avez, dont sûrement on va en parler. Et on ne peut pas occulter cela. Mais je pense, le capitaine l'a dit avant le match contre la Belgique, les joueurs doivent se départir de tout cela. Ce qui est intéressant, ce qui importe pour le joueur, c'est l'aspect purement sportif. S'il rentre dedans, ça devient un véritable problème. En cela, je voudrais dire que quand vous entendez un joueur qui dit on n'a peut-être pas à respecter les consignes de l'entraîneur, c'est pas quelqu'un qui écrit à longueur de journée ou qui écoute ou qui a des leçons de communication comme vous, M. Ramdé. Il a peut-être envie de dire on n'a pas peut-être bien assimilé à même de faire, si vous voulez, de respecter, enfin, de faire passer le message du coach sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on a reçu les consignes et volontairement on a décidé de ne pas les appliquer. Je ne pense pas. Et ensuite, vous avez un deuxième match contre la Belgique qui, à mon sens, je le dis, à mon sens, était beaucoup plus attendu par les joueurs que le premier. Voilà. Je me dis, les joueurs étaient beaucoup plus dans la fixation du deuxième match que le premier. Maintenant, on s'est aussi dit que ça peut être, entre griffes, une situation, si vous voulez, une excuse, parce que quand on regarde le rang du Kosovo, on se dit non, même avec une équipe diminuée, on peut faire face. Sauf que la réalité, on s'est rendu compte que non, c'est pas vrai. Donc, je pense que c'est cela. Et même s'il y avait, si vous voulez, une symbiose au sein de ce comité exécutif de la fédération, quand on regarde le comportement sur le terrain, vous jouez comme ça, vous prenez des buts. Hein. Voilà, vous prenez des buts. Je pense que c'est plutôt la suite dans la compétition, dans les échéances à venir, qui nous diront si vraiment il y a un impact de ce qui se passe au niveau du comité exécutif sur la sélection ou les sélections. Mais ce qui semble évident aujourd'hui, c'est que le fait que la récusation du team manager a été peut-être pour quelque chose dans les absences qu'on a notées au match contre le Kosovo, par exemple. Bon, je pense que l'équipe a véritablement des problèmes de vestiaire. Je pense que ça, on ne peut pas le nier. Et même lors de la CAN, on a eu des rumeurs, même si peut-être ce n'est pas fondé. Mais il faut dire que chaque coach a sa manière de gérer l'environnement, malgré tout ce qui est autour de ça. Maintenant, je suis content quand il parlait de ne pas respecter les consignes. C'est vrai, je comprends dans ce sens-là que c'est peut-être que
ils n'ont pas assimilé les consignes du coach. Mais pourquoi ils n'ont pas assimilé? Parce qu'ils ne sont pas habitués au coach. C'est la première fois de, disons, travailler avec ce coach. Je pense que ça peut s'expliquer. Maintenant, pourquoi? Voilà pourquoi j'ai dit, pour moi, envoyer ces deux coachs-là en espace de 2 semaines dans ces conditions pour aller assimiler un cours ou bien faire gagner un match, je pense que ça va passer mal. Réellement, il faut qu'on soit vraiment honnête là-dessus. Parce qu'en espace de 2 semaines... ces matchs ont été véritablement préparés? Mais c'est tout ça. Kosovo, voilà pourquoi. Il m'a semblé qu'il n'y a Monsieur pas Kambou, eu d'entraînement en tant que tel. Un match. Voilà pourquoi j'ai dit... Il n'y a pas eu assez de séances. Vous voulez 3 semaines de préparation? Je pense que... FIFA, on peut pas avoir 3 semaines. Je pense que réellement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Voilà pourquoi j'ai dit la manière dont on a fait partie, le staff Malo, a joué beaucoup sur cette équipe-là. Parce que l'équipe peut-être s'est préparée autrement, en espace de 2 semaines. La manière, je dis bien la manière, je n'ai pas dit que Malo ne méritait pas. Voilà, avec le même système et tout ça, ça va jouer sur l'équipe. Donc, avec un nouveau coach, en espace de 2 semaines, c'est compliqué. Voilà. Et je pense que c'est là véritablement le problème. De deux, quand on parle de problème de vestiaire, vous savez qu'avant le match contre la Belgique, les joueurs ont posé des doléances à la Fédération burkinabé de football. On a tous suivi ça. Et je pense qu'ils ont joué le match contre Kosovo en ayant ces doléances-là en tête. Donc quand même ça peut jouer. Quand vous prenez l'histoire de primes promis par le président qui n'a pas été réglée, bon oui, ça peut se comprendre que des gens... Voilà, l'histoire des team managers qui était dans leur tête, l'histoire de Brassard, même si certains nous font croire qu'il n'y a pas cette histoire-là, mais il y a tout ça. Donc évidemment, ça peut jouer et ça va jouer. Et je pense que c'est cela d'ailleurs qui a poussé à ce qu'on puisse avoir ces résultats-là. Donc, dit que, est-ce que la crise au niveau du comité exécutif a joué à ce niveau-là? Je pense que indirectement, oui. Indirectement, oui. Pourquoi? Parce que je pense que si peut-être le comité exécutif s'était réuni avec tous ses membres, réfléchis normalement, je ne suis pas sûr que Malo allait être envoyé dans cette manière-là. Je ne suis pas sûr aussi qu'on allait envoyer 2 coachs intérimaires qui n'ont pas encore managé le haut niveau à ce niveau-là, envoyer brusquement comme ça pour aller à ce niveau-là. Donc il y a tellement de choses. Donc indirectement, dit, la crise du comité exécutif a joué à ce niveau-là. Est-ce la crise qui a vraiment joué? Vous savez, M. Kambou, il y a des situations de vestiaire dans toutes les équipes au monde. C'est des situations, je l'ai dit, inhérentes à toute vie de vestiaire. Chez nous, c'est sorti. Ça a été, si vous voulez, on a enflé, on a contribué à faire mousser, comme on dit dans le jargon, parce que la situation s'y prête. Rappelez-vous de Naïsna en 2010 avec l'équipe de France. C'est des choses qui arrivent. Alors, mais je dis, vous ne pouvez pas, pendant 3 semaines, souvent même plus, comme ça a été le cas au niveau de la Coupe d'Afrique, rester avec un groupe, avec des cultures différentes, avec des avis différents, avec des humeurs différentes, tenir jusqu'à vous classer 4e à l'issue de la compétition sans qu'on ait parlé, quoi qu'il en soit, de discipline au niveau de cette équipe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discipline. Sinon, on ne serait même pas arrivé à cette 4e place. Il y a des acquis, pour moi. Donc, ça ne peut pas s'effriter comme ça. Et je pense que peut-être qu'il y en a qui ont fait leur chou gras et qui profitent peut-être d'une situation pour tirer. Et malheureusement, il y en a aussi qui, à mon sens, se laissent entraîner. Sinon, il y a des situations, et ça ne serait pas... Je pose la question, pourquoi, en tant que grand frère, vous avez un coéquipier, un ancien coéquipier qui a joué avec vous, et avec qui vous avez beaucoup d'affinité, on ne peut pas parler entre nous. Pourquoi on ne peut pas parler entre nous? Et même quand on choisit de parler avec le président, pourquoi c'est pas gardé? Vous pensez que le secret, ça sort comme ça officiellement à tout bout de champ parce que on a des problèmes? Non, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer ou bien parce que expressement on a voulu faire sortir. Sinon, ça se gère. Pourquoi on n'a pas privilégié cela? Pourquoi a-t-on voulu mettre la chose comme ça sur la place publique? Oui, sauf que... Jusque-là, par exemple, les joueurs n'avaient rien déballé. L'information qu'on avait, c'est qu'il y a eu une réunion avec le président de la fédération
réunion au cours de laquelle il a été demandé le départ du team manager Aristide Bansé. Et on a écouté, raison... par exemple, Bertrand Traoré sur la chaîne nationale, qui n'a pas voulu donner les raisons. Et même avec le président. Il voulait préserver, selon ses termes, l'image de d'Aristide Bansé. Non, mais après, on a vu cette sortie d'Aristide Bansé sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas commenter la sortie parce que je n'ai pas tout écouté. Un mot quand même, avant qu'on avance. Est-ce que c'était le lieu pour parler de ces questions? Non, les réseaux sociaux, je dis c'est parti déjà dès lors que vous avez un problème à conserver l'intimité du vestiaire. Dès lors qu'on a des difficultés à conserver cela, forcément ça va sortir. Et je vous dis, je vous répète, toutes les équipes ont des problèmes. Et souvent, pire que ce que nous avons vécu, mais ça ne sort pas. Est-ce que cette façon de déballer de Aristide Bansé est la bonne? Non, parce que tout part de comment on n'a pas su gérer. Je n'entre pas dans la polémique qui a raison, qui n'a pas raison. D'accord. On va laisser Moussa Ramdé réagir sur ce point. Parlons plutôt de comment on a fait pour que ça sorte. Alors, est-ce que cette façon de réagir de Aristide Bansé sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était la bonne façon? Bon, moi je ne veux pas rentrer dans le fond parce que je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. J'ai vu quelques extraits sur les réseaux sociaux. Mais dans la forme, je pense que pour un responsable, on ne prend pas les réseaux sociaux pour s'exprimer. Parce que c'est indirect, on peut dire des choses et puis peut-être après réécouter, se rendre compte que ce qu'on disait, si on avait peut-être bien mûri la réflexion, on n'allait pas le dire. Donc Aristide Bansé, avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense que ça diminue en quelque sorte sa personnalité, l'influence qu'il a. Peut-être qu'on est habitué à s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais il y a certains sujets quand même que je pense que ça méritait quand même d'être, même si c'était dans un écrit bien réfléchi, cadré, je pense que ça pourrait être encore mieux que de sortir sur les réseaux sociaux et puis dire des choses. Je pense que naturellement, sans écouter le contenu, il aura des ratés dans ce contenu. Et ceux qui vont se sentir, disons, concernés dans ces ratés-là, ils vont réagir. Et je pense que Bansé, peut-être quelque part, a ouvert la porte à certaines personnes qui sont habituées aussi à s'exprimer sur les réseaux sociaux comme ça, aller à Vatanguer. Et je pense qu'à ce niveau-là... Quand on a écouté Bertrand Traoré, il a dit que s'il y a lieu de tout déballer, ils le feront par la suite, mais pour le moment, il n'avait pas cette intention préserver même l'image de lui Bansé. Bon, je pense que selon lui, pour préserver l'image d'Aristide Bansé, maintenant avec cette sortie d'Aristide Bansé, il faut forcément s'attendre. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, il a ouvert la porte. Tout sera sur la place publique. Est-ce que cela participe à construire le football burkinabé? Non, je ne pense pas qu'on va aller à un ping-pong. Hein. Voilà. Je pense que les choses, à mon sens, seront recadrées tout de suite parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui... Mais il faut s'attendre forcément à la réaction des personnes qui ont été indexées dans le direct nous sommes des communicateurs, nous avons cette responsabilité sociale également. Aujourd'hui, je répète, Aristide Bansé, tout comme Bertrand Traoré, sont des figures emblématiques de notre football. Il ne faut pas aller à un ping-pong. C'est quelle image vous renvoyez aux enfants qui vous prennent pour des idoles? Aujourd'hui, c'est le risque quand même. Même si on ne le souhaite pas, c'est le risque aujourd'hui. En attendant, oui, on peut commenter, mais je dis, moi, je suis convaincu que ça va s'arrêter. Parce qu'on n'a aucun intérêt à aller dans ce ping-pong. Parce que, je répète encore, quelqu'un l'a dit, l'équipe nationale n'appartient ni à Aristide Bansé, ni à Bertrand Traoré, ni au président de la fédération. L'équipe nationale appartient à tout le monde, tous les Burkinabés, qui peuvent se sentir Burkinabés quelque part avec cette fibre patriotique. Donc, qui ont un mot à dire. Est-ce que c'est au-dessus de cette équipe-là, on va se mettre à faire des propos lapidaires et autres? Non, je ne pense pas. Je crois que ça va être circonscrit le plus vite possible. On espère que ça s'arrête, mais ce que l'on sait, c'est que la crise au niveau de la fédération, et notamment du comité exécutif de la fédération, est loin d'être terminée, parce que cette semaine, comme je l'ai dit à l'introduction, les frondeurs ont décidé de saisir donc, la FIFA. Avec dans une lettre, ils ont énuméré un peu tout ce qu'il y a comme reproche fait aujourd'hui à Lazare Bansé, le président de la Fédération burkinabé de football, et il demande à la FIFA de prendre les mesures qui sied. Moussa Ramdé, quelle est votre appréciation de ce nouveau développement dans cette crise au sein de la Fédération burkinabé de football? Bon, moi, je ne sais pas si je vais dire que ça ne m'étonne pas. Pas parce que je suis au courant des faits, mais parce que quand j'analyse la progression de la crise, je sens qu'un jour, la crise va être portée sur le plan international. Je l'ai dit une fois sur même votre plateau ici, quand j'étais de passage, que j'ai peur que cette situation-là nous amène à une situation de normalisation.
J'ai peur, ce n'est pas mon souhait. Mais la manière dont on progresse, parce que ça fait plus de 3 à 4 mois que je me prononce sur cette crise-là. Mais quand je parle, beaucoup peut-être prennent ça à la légère ou bien nous insultent comme étant des trucs. Mais moi, je pense que je suis sincère. Je ne dis pas pour plaire à quelqu'un. Je ne dis pas parce que les Burkinabés veulent attendre ce que je dis. Mais je dis parce que j'analyse profondément la situation et je dis ce que je ressens. Aujourd'hui, quand on dit qu'on tend vers une situation de normalisation, quand je disais ça depuis décembre dernier, ce n'est pas parce que je souhaite ça pour le Burkina Faso. Mais regardez les différents camps. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à laisser tomber cette situation pour l'intérêt du football burkinabé? C'est la question qui est là. Quand vous regardez l'agissement des acteurs, on a l'impression que c'est réellement de tirer à tirer. Parce que personne ne veut laisser tomber. Voilà, personne ne veut lâcher. Chacun se dit qu'il est dans la raison. Chacun se dit qu'il est dans le vrai. Ben, quand c'est comme ça, les rapports de force sont équilibrés. Même regardez au sein du comité exécutif, vous avez 10 qui sont contre et 11. Donc, les rapports de force sont équilibrés. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué de trouver une solution sur table facilement. Parce que les rapports de force sont équilibrés. Aujourd'hui, ce que je déplore, et ce que j'ai toujours déploré au niveau de le comité exécutif, c'est qu'à la recherche d'une solution, faisons attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que chaque fois qu'on propose une solution pour résoudre une crise, il faut que la solution puisse être une solution qui va réunir les acteurs autour et non pas diviser. Si les acteurs même ne sont pas d'accord déjà sur la manière d'aller à la résolution de cette crise-là, vous créez bien au contraire une autre crise à la suite d'une crise. Et c'est là, moi, mon problème, c'est ça. Quand j'analyse la situation, ça veut dire que chaque fois qu'on fait un pas, on prend des décisions qui créent encore des polémiques sur polémiques qui nous amènent... Voilà pourquoi je dis, quand j'analyse la trajectoire de cette crise-là, ben, finalement, c'est les instances supérieures que la FBF qui vont intervenir pour peut-être nous donner la paix. On peut s'attendre, selon vous, à ce que la FIFA... Voilà, impose un comité de normalisation. Non, vous savez, ici, c'est quoi? La FIFA, c'est une structure indépendante qui analyse les faits. La FIFA va contacter les deux camps parce que c'est des faits qui sont relatés. Si les faits sont avérés, selon leur jurisprudence, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision? Je pense que les gens parlent de comité de normalisation. Le comité de normalisation, ce n'est pas forcément une imposition. C'est un groupe de personnes qu'on essaie, qui ne sont pas dans le... Voilà, disons, dans la crise actuelle, qu'on trouve pour gérer. C'est comme la transition chez nous. Quand on dit transition, on prend des personnes un peu neutres. La Côte d'Ivoire, vous avez vu, actuellement, c'est une dame qui dirige. Ce n'est pas une chinoise, ce n'est pas une japonaise. Elle est une ivoirienne. Et donc, elle est venue parce qu'elle n'était pas dans les histoires des camps. Et elle va diriger pour aller à une situation de normalisation. Donc quand on parle de situation de normalisation, les gens ont peur que non, on vient d'envahir notre football. Non, c'est pas ça. C'est des Burkinabés qui vont gérer. Voilà, et je pense que... On peut s'attendre à cela, selon vous? Je pense que, pour moi, même si on ne le souhaite pas, mais qu'on trouve une solution possible. Et quand j'analyse en pleine âme sincère et conscience et honnêteté, je pense que c'est difficile de trouver une solution à cette crise-là sans aller à ce niveau-là. Voilà pourquoi les gens peut-être s'en parlent. La pensée, c'était cette Assemblée générale extraordinaire qui est envisagée. Alors, Salifou Guigman, comment avez-vous accueilli cette saisine de la FIFA par les fondeurs du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football? Vous savez, avant toute chose, je voudrais quand même rappeler que rappeler les fondements qui, si vous voulez, caractérisent, constituent ou gouvernent notre profession que nous aimons tant. C'est vrai que elle est difficile, mais elle est exaltante. C'est en cela que je pense que, je répète encore le terme, il est important, c'est en cela que je pense que la responsabilité sociale aujourd'hui est comme un socle dans le processus de production de l'information. Il ne faut pas, à un moment donné... Exactement. Oui, si vous me laissez parler, vous saurez. Il ne faut pas faire le choix de l'alignement. Voilà. Aujourd'hui, quand vous parlez de normalisation, il n'y a aucun pays au monde qui le souhaite. Pas parce qu'on va mettre des personnes neutres, non. Parce que ça vous fait reculer. Est-ce que ce sont des aliments, ce ne sont pas des hypothèses qu'on émet? Parce qu'il faut s'attendre effectivement à tout. Je répète, les situations de normalisation vous font reculer. C'est bon de prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, elle tient quoi? La FIFA renvoie la Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale extraordinaire le 5 avril prochain.
que vous soyez en situation de normalisation ou pas, quand il y a une situation d'urgence, la FIFA vous dit allez à l'Assemblée générale. C'est l'organe souverain. Et ça, ce seront des conditions édictées. Quoi qu'il en soit, parce que même par rapport à cette lettre-là dont vous parlez, la saisine de la FIFA, elle va vous dire allez à une Assemblée générale. Parce qu'elle ne veut pas s'y mixer. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, les choses vont avoir du mal à passer et on va parler de normalisation, c'est quand les acteurs n'arrivent pas eux-mêmes à décider. Les acteurs n'ont encore rien dit. Les acteurs, ce sont les clubs, ce sont les ligues, ce sont les districts. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent de leur fédération. Laissons-leur le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils proposent. Jusque-là, les membres de la FBF, je fais la différence, ce n'est pas les membres du comité exécutif, non, les membres de la FBF, que sont les ligues, les districts et les clubs, doivent décider de ce qu'ils veulent de leur fédération. La fédération est l'émanation des clubs. À ce titre, si les clubs, au regard de la situation au sein du comité exécutif, quand je parle des clubs, je parle des ligues et autres, trouvent moyen de convoquer ou de proposer au président de convoquer une assemblée générale extraordinaire, ils vont décider de ce qu'ils veulent du comité exécutif. Est-ce que cette crise n'affecte pas également, ne divise pas les clubs et les ligues? Je termine. Mais vous savez, vous ne pouvez pas avoir tout le monde derrière vous si vous attendez avoir, comment on appelle, une majorité écrasante. Je ne sais pas, parce que le football, par essence, il est fait d'adversité, d'opposition et tout ça. Ici, il faut être fair play. Et comme moi, je dis fair play, je veux dire que quand on perd, on accepte qu'on a perdu. Comme ça a été le cas avec M. Amadou Traoré, je cite, parce que c'est un exemple pour moi, qui a perdu, qui a reconnu qu'il a perdu, qui a serré, qui a fait le point avec le vainqueur. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça qu'il faut prôner. Donc, gageons à faire en sorte que la situation se règle et que les acteurs eux-mêmes en soient les décideurs. Et pour moi, donc ça me passe. Vous semblez soutenir l'idée d'Assemblée générale extraordinaire émise par Lazare Bansé. Non, pas que c'est émise par Lazare Bansé seulement. C'est à ça qu'on va y aller. Parce que même s'il y a réponse au niveau de la FIFA, je doute fort qu'elle réponde, parce que si elle doit répondre, elle répondra au président de la fédération. Même si elle doit répondre, elle dira de se référer à l'Assemblée générale. Appelez ça comme vous voulez, ordinaire ou extraordinaire. Moussa Ramdé, est-ce que l'Assemblée générale extraordinaire envisagée par Lazare Bansé pourra permettre de sortir de cette situation? Bon, je pense que je vais peut-être revenir un peu sur ce qu'il a dit, la question d'alignement ou bien quoi que ce soit. Vous savez, le journaliste a aussi une responsabilité de vigie qui essaie de projeter en fonction des faits qu'est-ce qui peut venir. Et c'est là aussi qu'il prévient la société de ce que peut venir demain s'il ne tient pas garde de ce qu'il fait comme agissement. Ça aussi, c'est le rôle du journaliste. Ça peut être mal interprété. Je pense que même dans le cas du terrorisme, à un moment donné, il y avait un journaliste français, un analyste politique français qui avait prédit qu'après le Mali, ça allait venir au Burkina. Les gens avaient traité ce journaliste-là de tous les noms, mais c'est arrivé. On ne le dit pas parce qu'on le souhaite, mais on le dit parce que quand on est objectif dans les analyses, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui arrive. Et donc, en disant qu'on va aller comment on appelle ça, au comité de normalisation, c'est une manière de tirer la sonnette d'alarme pour dire aux gens, faites attention. Puisque vous n'aimez pas le comité de normalisation, mettez de l'eau dans votre vin, sinon on va y arriver. Je pense que je l'ai dit depuis que cette crise a débuté. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, ah, Ramdé, on dirait que Ramdé va avoir raison. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Mais je dis, je ne souhaite pas qu'on aille là-bas, mais prenons garde pour qu'on n'y arrive pas. Sinon, que le chemin qu'on a pris, c'est pour aller là-bas. Pourquoi je le dis? Lui parle du comité de l'Assemblée générale extraordinaire. Vous savez, j'ai dit ici, pour résoudre une crise, il ne faut pas prendre des décisions qui vont mettre de l'huile sur le feu. Sinon que vous ne résolvez pas la crise, mais vous créez encore une autre crise. L'Assemblée générale prévue dans les textes là, est-ce que nous aujourd'hui, c'est ce qu'on veut emprunter comme chemin pour aller à résoudre cette crise là? Si ce n'est pas le cas, si vous partez en sautant les textes pour aller faire une Assemblée générale selon votre entendement, mais il y a des gens qui vont attaquer. Donc, comment vous voulez qu'on résolve cette crise-là? Donc, voilà pourquoi j'ai dit... n'est pas prévu dans mais les textes. vous voyez, dans les textes-là, ce n'est pas Amadou Traoré et puis Lazare Bansé qui vont se croiser et puis sortir serrer les mains pour dire on part à l'âge dans quelques semaines. C'est pas comme ça. Je suis désolé.
Donc, pour qu'on puisse aller à l'AG et régler ce problème, moi je pense que l'AG c'est vraiment la meilleure condition. Mais est-ce qu'on part avec ce que les textes ont prévu? Est-ce qu'on part avec ce que nos instances recommandent? Si ce n'est pas le cas, soyons sûrs que lors de l'AG, ceux qui seront lésés vont attaquer en justice. Et dans ce cas, vous ne résolvez pas la crise. Voilà, parce que je vais vous dire que si vous voulez, on va rentrer en profondeur dans les textes. L'AG prévu par les textes, c'est 2 cas. Soit l'AG émis, initié par le comité exécutif, ou l'AG émis ou initié par les membres de la fédération, comme il a dit. Il n'y a pas un AG convoqué par le président de sa bonne volonté pour le faire. Dans l'article 35, à son point 1, ils ont dit que le président peut convoquer une assemblée générale. J'ai rappelé à certains juristes qu'ils ne sont pas juristes. Parce que quand vous lisez les textes sans lire l'explication des textes, vous piégez la compréhension du public. Quand dans les textes, c'est comme les versets coraniques ou bibliques. S'il y a un verset qui fait l'ambiguïté, ce n'est pas parce que le Coran ou bien la Bible est contradictoire. Lisez les autres versets, vous allez comprendre là où vous sentez que c'est ambigu. Quand vous prenez l'article 35 à son point 1 qui dit que le président peut convoquer une réunion de l'Assemblée générale extraordinaire, comment on explique ça? Comment c'est expliqué? Est-ce que c'est parce que le président a eu des problèmes avec sa femme à la maison qu'il se lève un bon matin pour dire je convoque une Assemblée générale? Non. Il y a des manières. Donc, cette manière-là, je pense que c'est expliqué. Et dans son point 2, on dit que le comité exécutif initie la convocation de l'Assemblée générale, dont les 12 sur 21 sont d'accord pour une Assemblée générale. Il définit les termes, l'ordre du jour. Le président amène et le président envoie les lettres d'invitation aux différents membres qui invitent les gens. Voilà pourquoi il peut convoquer. Le président convoque à travers une lettre. Monsieur X, je vous convoque pour une Assemblée générale extraordinaire. Donc ce point est clair. Mais l'Assemblée générale a été initiée par qui? Le comité exécutif. Le point 2, si vous me donnez le temps, parce qu'on parle des textes. Le point suivant parle de l'autre cas, qui est une Assemblée générale initiée par les membres. C'est-à-dire, si les 2/3 des membres du comité exécutif, c'est-à-dire les ligues, les clubs, les districts, décident qu'il y a une nécessité d'aller à l'Assemblée générale, il faut une demande adressée au comité exécutif. Le comité exécutif encore examine cette demande et les 12 sur 21 amendent la nécessité d'aller à l'Assemblée générale et le président écrit encore une lettre adressée au club pour convoquer une Assemblée générale. Dans son point 4, on dit l'Assemblée générale, lorsqu'elle est initiée par le comité exécutif ou les membres de la fédération, mais on ne dit pas et le président. Est-ce que vous comprenez? Pour continuer, en article 45 de cette même statut, on définit les compétences du comité exécutif. Qu'est-ce que le comité exécutif peut faire? Le comité exécutif peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, c'est dit là-bas. Contrairement aux compétences du président dans son article 48, où on ne dit pas en aucun passage que le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Soyons honnêtes, moi quand je fous tous ces textes-là, celui qui va se baser sur le point 1 pour dire le président peut convoquer une assemblée générale et puis dit Lazare Bansé et Amadou Traoré sortent dans leur chambre pour dire qu'on veut convoquer une assemblée générale, c'est pas pour résoudre cette crise. Quels sont les textes que vous citez là? Ce sont les textes de statut du fonctionnement de la fédération. C'est là, le livre est là. Moi, je pense que j'ai la version numérique. Si vous voulez, je peux vous envoyer. Maintenant, ceux qui disent que Lazare Bansé et Amadou Traoré peuvent décider de convoquer parce qu'on a dit que le président peut convoquer, je pense que soit ils sont de mauvaise foi, ou bien ils ne maîtrisent même pas le fonctionnement, ou bien la compréhension des textes juridiques. D'accord. Salif Guigma? Oui. Ben, je suis content d'entendre. Pour lui, l'Assemblée générale telle que envisagée par Lazare Bansé ne respecte pas les procédures prévues par les statuts de la Fédération burkinabé de football. Qu'en dites-vous? Je suis content d'entendre Ramdé parler comme ça. En même temps, c'est une certaine ambiguïté. Je ne sais pas si vous avez très bien compris. Parce que cette ambiguïté dans laquelle nous baignons est le reflet des mêmes textes qu'il cite. Voilà, c'est-à-dire que... Quelle est l'ambiguïté? Oui, ben, c'est que c'est un fourre-tout. Parce que s'il en vient à faire des démonstrations, lui, à des juges, c'est qu'il y a un problème au niveau des textes. Parce que moi, je pense que le juge, c'est lui qui a la vocation d'écrire. Parce que s'il y a une commission technique à mettre en place, on ne va pas appeler des journalistes, on va appeler des juges. Oui. Voilà. Donc, il a donné sa compréhension. Non, il a parlé, je l'ai bien entendu, hein, il dit qu'il a dit à certains juges. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils interprètent. C'est un juriste. Oui, il a parlé la situation. Des juristes, oui. Alors, donc, je veux dire quoi? Je veux dire que
Monsieur Kambou, les textes là ont été en griffe fabriqués. C'est taillé sur mesure. Aujourd'hui, s'il y a tous ces problèmes, c'est parce que s'il y a des vides juridiques, il y a, comme on appelle, des insuffisances, il y a des articles contradictoires les uns aux autres, si bien que je pense qu'il ne faut pas simplement voir cette Assemblée générale extraordinaire comme une tribune où on va jeter à la poubelle certains personnages du monde du football. Non, c'est pas comme ça. C'est surtout, et moi ce qui m'étonne, c'est qu'on en parle et on ne touche pas justement ce point qui est le point saillant. Ce sont les textes. L'ambiguïté des textes. Ah oui. Mais comment est-ce qu'on les révise? Non, ben, il n'y a que l'Assemblée. Parce que ça me fait rigoler. Vous tournez, vous finissez toujours par l'Assemblée. Qui convoque l'Assemblée? Si aujourd'hui vous me dites que le président ne peut pas convoquer l'Assemblée, c'est grave. Il va falloir qu'on remonte. Fait, si les tests qu'on a actuellement, ou l'ambiguïté des tests qu'on a actuellement ne permettent pas de convoquer l'Assemblée générale, ça veut dire que si on se retrouve dans une situation exceptionnelle, comme un comité de normalisation, comme il est dit, on ne va plus trop s'en tenir aux textes qui sont là actuellement. Donc ce sera peut-être l'occasion de les toiletter pour lever ces ambiguïtés dont vous parlez. Exactement. Il faut une commission technique pour toiletter les textes et arrêter les textes. En phase avec les textes de la CAF et de la FIFA. 2, en phase avec les réalités du football burkinabé. Qui peut mettre en place ces comités techniques? L'Assemblée décide de mettre en place une commission technique qui va réfléchir sur ça. Le problème, c'est que les tests que nous avons, selon ces explications, ne permettent pas de convoquer une Assemblée. Je vais vous dire, l'Assemblée générale est souveraine. C'est elle qui décide. Si elle dit, aujourd'hui, Lazare Bansé n'est plus président, il n'est plus président. Donc arrêtez de me dire que les textes... se réunissent, il faut que la convocation... Donc c'est la fin du football, parce que même si vous avez cette... Suivre les procédures prévues. Même si vous voulez qu'il y ait ce comité de normalisation, il ne pourra pas être en place parce qu'il n'y a pas de comité de normalisation sans acteurs du football. Allez-y comprendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de composer avec les acteurs. Moi, je ne sais pas c'est quel football vous voulez fabriquer sans les acteurs. Il faut à un moment donné les réunir. Il faut les réunir. Et je ne sais pas pourquoi l'Assemblée générale extraordinaire fait peur. Fait tant peur. Je vais vous expliquer peut-être pourquoi ça fait peur. Tant est que c'est pour non seulement résoudre un problème fondamental lié au texte, mais aussi permettre, et là, il ne faut pas contredire ça, c'est la vie de toute association qui est comme ça, il faut permettre de changer pour qu'il y ait d'autres personnes pour pouvoir continuer le travail. Je pense que ça rime à cela. Vous savez, quand il parlait des juristes là, moi je n'ai pas peur de dire ça à certains juristes. Parce que pourquoi? Quand M. Lazare Bansé a révoqué les quatre personnes en octobre dernier, ces mêmes juristes là ont dit qu'il a le pouvoir de révoquer. Moi je leur ai dit, lisez les textes. Aujourd'hui là, ces mêmes juristes là, quand on se croise, ils savent que je suis peut-être petit journaliste du quartier, mais j'ai eu raison en disant cela. Parce que les instances juridictionnelles ont donné raison à ce que je disais. Donc pour dire... Mais là aussi c'est désolant. Non, je suis d'accord. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Non, je ne dis pas ça. Je parle de l'organe qui décide. Si le football doit se jouer au TGI, il y a un problème. Il y a des organes juridictionnels. Ce sont les textes. Je pense. Oui, non, mais vous savez, c'est ça le drame. Le problème parce que le football ne doit pas être... Donc aujourd'hui, on ne peut pas... Il y a le TAS. On ne peut pas permettre que le football soit emprisonné par les textes que nous-mêmes nous avons conçus. J'arrive. Est-ce que la solution, ce ne serait pas d'aller dans une situation exceptionnelle et en profiter pour toi les Je pense que le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dit, il a posé la question, il ne sait pas pourquoi les gens ont peur du comité de normalisation. Moi, je ne pense pas que... de l'Assemblée générale. Je m'excuse, oui. De l'Assemblée générale. Je pense que la question n'est pas là-bas. Les gens... Peut-être, certains peuvent avoir peur, je ne lis pas dans l'idée des gens. Mais nous, en tant qu'observateurs, on se demande à ce qu'on puisse aller selon ce que nous, on a établi comme règles. Regarde, c'est la manière, c'est pas le comité, disons, l'Assemblée générale qui cause problème, c'est la manière. Quand vous prenez la rencontre entre M. Lazare Bansé et Amadou Traoré, ils sont sortis. D'abord, j'ai dit bien, Amadou Traoré a écrit une lettre pour postuler sur les réseaux sociaux qu'il souhaiterait qu'il y ait un comité de normalisation, disons, une assemblée générale extraordinaire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce mot-là, voilà, pour normaliser, disons, mettre de l'ordre dans notre football. Certains m'ont dit que c'est un porte-parole, mais un porte-parole, c'est d'un groupe, c'est signé par plusieurs personnes, c'est lui seul qui a signé. D'ailleurs, j'ai dit que ça, pour moi, je reste dubitatif à ce niveau-là. Quelques semaines après, il rencontre le président, les deux sortent, et puis ils proclament haut et fort devant la presse qu'ils vont convoquer une assemblée. On a décidé, je me rappelle du mot, décide.
À l'issue de la rencontre, Amadou Traoré et Lazare Bansé, les deux décident de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et puis, l'ordre du jour, on donne ça en même temps. Mais vous voyez, ça fait rire. C'est pas comme ça. L'ordre du jour, là, quand il parlait de l'ordre du jour, là, il a dit quoi? On va essayer de réaménager le comité exécutif. Certains membres, disons, on va enlever certains membres en français facile et puis les remplacer. Mais c'est que vous allez enlever là. Si vous ne respectez pas les textes pour les enlever, voilà pourquoi j'ai dit, on va envoyer l'affaire en justice. C'est-à-dire, bien au contraire, vous ne résolvez pas le problème. S'il vous plaît, si vous voulez régler le problème du football burkinabé, soyons honnêtes entre nous-mêmes. Trouvons des solutions qui vont réunir les gens autour d'une table et disons, bon, ok, voilà les problèmes qui sont là. Les textes là, je suis content quand certains disent que les textes ont des insuffisances. Vous savez, même la constitution burkinabé, on peut aujourd'hui estimer qu'ils ont des insuffisances. Maintenant, il y a des instances pour réviser les textes. Suivons les normes pour aller réviser les textes. Si on veut sauter les étapes, si on veut enjamber les textes pour aller réviser les textes, en sachant que la révision des textes peut léser des gens, ben naturellement qu'on nous permet de dire que ces gens-là vont attaquer. Moi, je pense que j'ai toujours rappelé, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il donne à chaque fois des fouets à ses adversaires pour se faire fouetter. Et ça, il faut le dire. Quand on dit qu'on est dirigeant, moi j'entends les gens dire que non, on ne laisse pas le président travailler. Mais en aucun pays, vous n'allez voir un président qui travaille librement. C'est sa manière de gouverner qui permet d'avoir sa liberté pour gouverner. On ne nous donne pas la liberté, on l'arrache. Et c'est au comité exécutif de travailler pour avoir cette liberté-là. Parce qu'à chaque fois quand vous créez des problèmes, vous donnez des fouets à vos adversaires, mais naturellement vous allez dire qu'on vous crée des problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que l'Assemblée générale extraordinaire envisagée par Lazare Bansé soit attaquée après en justice, comme il est dit, et si on revient à la case départ? Vous savez, d'abord je vais rectifier une chose, parce que j'étais sur les lieux le jour où il y a eu cette sortie médiatique entre le président de la Fédération burkinabé de football, le PCA de Majestic, M. Amadou Traoré. La phrase est sortie de son contexte, je ne sais pas, peut-être que vous avez lu par médias interposés. Il a dit, nous sommes venus proposer au président de la Fédération de convoquer une assemblée générale extraordinaire. J'ai l'élément en roche, si vous voulez, je peux vous le donner. Donc, il faut restituer ça. Il n'a jamais dit que nous décidons. Peut-être que vous avez lu par médias interposés. On a lu dans la presse et on a écouté aussi après les interviews. Moi, je vous donne, voilà, je peux vous donner... Tant mieux alors, si c'est une proposition, tant mieux. Voilà, je vais vous donner la substance. Ensuite, vous savez, aujourd'hui, c'est un football qui a longtemps souffert de son fonctionnement, de sa gestion. Mais peut-être parce que on n'a pas eu en griffe certaines personnes qui sont venues avec une certaine vision, une autre lecture, que les choses sont restées en l'état jusqu'à aujourd'hui. Voilà, sinon ces choses pouvaient être révélées il y a 10 ans, il y a 15 ans, tellement je pense qu'on a manqué. C'est de là que je parle de la capacité managériale. De professionnalisme à tous les niveaux. Alors, quand vous en venez à vouloir faire une certaine rupture, ben, je peux comprendre que vous appelez ça comme ça, qu'on donne le fouet à quelqu'un. Mais à la fin, ce que je dis... Mais le problème, c'est que toutes les décisions de Lazare Bansé ont été attaquées. Et oui, attaquées par le tribunal. Ça, quand même, ça ne cache pas un problème. Oui, le problème, en vérité, c'est qui décide. Parce qu'il y a une commission, il y a une commission, dite commission... c'est une commission juridictionnelle chargée de faire, comment on appelle ça, de faire le travail au niveau des litiges liés au club et autres. Voilà, ce n'est pas une histoire de dire que telle décision va être attaquée, parce que la commission juridique est là pour ça. Ce sont les problèmes liés au club. Voilà. Et si on en vient à transporter tout au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ça veut dire qu'on n'est plus dans le football. Je comprends pourquoi il parle comme ça. Mais parce qu'à la fin, reste quand même des possibilités offertes. Mais il faut sortir de là. Parce que c'est pas le football comme ça. Je pense que quelque part... non, je termine. Hein, parce que quand il parlait, je ne parlais pas. Il en a fait peut-être 4-5 minutes, je n'ai pas parlé. Hein. Allez-y. Alors, donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que tous les problèmes au niveau de la CAF et de la FIFA sont renvoyés au niveau de la Cour pénale? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on n'a pas mis des garde-fous pour ne pas arriver là? Parce que le football reste un sport et il reste dans ce cadre-là. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, aussi regarder pour être en conformité avec ces textes? Ou bien a-t-on taillé les choses pour pouvoir continuer à faire des choses pour sa propre Quand on s'en sort au niveau des organes prévus,
Bon, et on je en reste répète, là, non, ce qui me fait rigoler quand vous parlez, je vous écoute, c'est comme si, qui décide des textes? C'est pas une commission, c'est l'Assemblée générale. Mais on va faire le jeu de la poule et de l'œuf. Je ne sais pas finalement qui va être le plus aîné ou le... Parce que c'est ça. C'est quoi vous voulez? Vous ne pouvez pas toiletter les textes sans l'Assemblée générale. Vous ne pouvez rien faire. C'est l'Assemblée générale qui décide. C'est elle qui a élu le président. Et vous savez pourquoi ça foire? Excusez-moi le terme. L'Assemblée générale dûment convoquée. Oui, en fait, le problème qu'il pose, il n'est pas contre l'Assemblée générale. Qu'elle soit extraordinaire. Il est pour une Assemblée générale convoquée dans le respect des procédures vous savez, moi, prévues par le statut. jusque-là, je n'ai pas parlé de comment on la convoque. Moi, je parle de l'Assemblée générale. Parce que je dis... mais la procédure est très importante parce qu'on les dit... Monsieur Cambou, il faut qu'on... La forme le font à l'État. Oui, qui convoque l'Assemblée? Qui peut convoquer l'Assemblée? Il faut qu'elle siège. Ça, c'est une obligation. D'accord. Voilà. Alors, et je termine, hein, parce que si vous avez tout ce ping-pong, tous ces problèmes, c'est quoi le souci? C'est que vous ne pouvez pas voter un président, lui laisser le soin de constituer son comité exécutif, et après dire non, personne ne doit sortir, personne ne doit rentrer. Non. Ou vous votez le président, vous votez les autres membres, et on y va. Parce que c'est même comme ça que c'est appliqué partout. Voilà. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o, avec son histoire avec le ministre des Sports, il s'en sort très bien, parce que derrière, il y a des gens qui ont été votés. Voilà, on ne peut pas révoquer quelqu'un. Donc si, voilà, et je termine par autre chose. Moi, ma morale voudrait que, si vous dites que moi, je ne suis pas bienvenu ici, vous ne me verrez pas demain. Moi, je ne vais pas forcer à venir parce que les textes me permettent de violer votre... Non, c'est comme ça. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit guidé par la morale. Si il y a besoin de changer, qu'on accepte qu'on change. Voilà. Maintenant, tout mettre sur la seule personne du président de la fédération, je pense que c'est quand même osé. D'accord. Voilà, parce que c'est un problème lié. Permettez-moi de parler à un peu l'instance. il parlait d'aller au tribunal de grande instance. Non, pourquoi c'est venu? Pourquoi c'est arrivé? Les instances juridictionnelles de la fédération ont décidé. Il y a des gens qui ne veulent pas appliquer cela. Mais il y a d'autres chemins. Quand ils ont dit qu'il faut réintégrer, la commission d'appel a dit que la décision de Lazare Bansé est nulle et sans effet. Ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises antérieurement à cette situation est rejetée. Donc ces 4 révoqués sont intégrés immédiatement. On a fait plus de 4 à 5 mois, on n'a pas vu ces gars-là intégrés. Jusqu'à même à la veille, à quelques jours de la commission, disons, la réunion du comité exécutif, ils n'ont même pas été convoqués. Mais c'est pas normal, ce sont des insuffisances. Mais voilà pourquoi ces gens-là sont obligés maintenant d'aller passer à la vitesse supérieure. Et je pense que c'est la TGI qui a obligé maintenant cette décision à la réintégration de ces 4-là. Pour parler un peu de l'histoire des textes qu'on parle à chaque fois, moi je pense que, je vais rappeler encore, nous, en tant que défenseurs des textes, nous ne disions pas qu'on ne doit pas aller à l'Assemblée générale. J'ai dit, la manière d'aller à l'Assemblée générale est décrite dans les textes. S'il vous plaît, respectons ça. Tant qu'on ne respecte pas cela, mais regardez, je vais vous donner un exemple. Oui. La décision de révoquer Kamou, bon, disons, de ne pas renouveler le contrat de Kamou Malo et de reconduire, de nommer Oscar Barrow comme intérimaire, il y a des gens dans le comité exécutif qui ont dit que si nous attaquons ça encore, nous allons remporter. Mais par souci, par l'intérêt que nous avons pour notre football, à 2 semaines de 2 matchs amicaux, si on fait cela, les étalons seront privés de comment on appelle ça. Voilà. Maintenant, vous voyez que, voilà pourquoi je dis, à chaque décision, faisons attention à ne pas donner de fouilles à nos adversaires pour se faire fouetter. Sinon, merci à vous. On termine par cette dernière question. Au vu de ce climat qui prévaut, alors que les éliminatoires pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est déjà en juin, dans quelques mois seulement, est-ce qu'il ne faut pas craindre que nous rations ce rendez-vous-là? Non, parce qu'il y aura Assemblée générale extraordinaire. Je vais vous le dire. Je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez noter, vous allez me dire, il y aura Assemblée générale extraordinaire et on va toiletter les textes, on va reconstituer un comité exécutif beaucoup plus représentatif et avec et ce problème sera derrière nous. Je termine. Et après, vous avez le nouvel entraîneur qui, je pense, d'ici peut-être même avant l'âge extraordinaire, sera connu pour qu'il y ait tout ce changement-là afin que nous puissions tranquillement et aisément attaquer les éliminatoires. J'ai dit attaquer les éliminatoires. Voilà. D'accord. Et surtout, faire mieux que la 4e place du Cameroun. Oui, mais attendez qu'on se qualifie d'abord. Merci. C'est le premier objectif. Moussa Ramdé, avec cette guéguerre ou ces guéguerres, est-ce qu'il ne faut pas craindre
que le Burkina Faso rate les rendez-vous de la Côte d'Ivoire? C'est la dernière question rapidement. Je suis content de ce qu'il dit parce que je suppose qu'il est aussi dans le comité, il connaît bien comment ça se passe. Donc s'il a des informations fraîches qu'il nous donne, je pense qu'il est en train de nous rassurer que l'avenir est radieuse. Je pense que ça me fait plaisir d'attendre cela. Et je pense que le peuple burkinabé aussi en écoute. C'est le souhait de tout le monde d'ailleurs. Et on va tout faire. Je pense que dans tout ce qu'on est en train de faire, l'objectif c'est d'avoir cette équipe-là au sommet. Ça, je pense que s'il y a des gens parmi nous qui n'en font pas, ils doivent être considérés comme les ennemis du football burkinabé. Sinon que nous tous, notre objectif c'est ça. Et je pense que ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, si aujourd'hui on essaie de taire tout ce que nous avions, il a même dit, on a des jeunes joueurs aujourd'hui qui sont très promoteurs dans notre équipe. Il n'y a pas de raison que le Burkina Faso top 10 ne soit pas parmi les 24 pays africains pour aller jouer à une CAN. C'est pas normal. Maintenant, si on essaie de mettre les égos à côté et qu'on joue correctement le football, on peut aller loin. Et alors, à nous de savoir comment... Peut-être avant de terminer, c'est vrai que j'avais promis la fin, mais avant de terminer, Salif Guigman, est-ce qu'au vu de tout ce qui se passe, il ne faut pas espérer que les anciennes gloires du football burkinabé voilà, se saisissent de ces questions pour gérer désormais la fédération, se faire élire comme président de la fédération, comme on l'a vu au Cameroun, et peut-être bientôt en Côte d'Ivoire, au lieu de laisser des gens qui, je ne dirais pas qu'ils ne s'y connaissent pas, mais quand même quand on est ancienne gloire, voilà, on peut dire qu'on s'y connaît mieux. La nature a horreur du vide. Oui. Voilà, il faut que ces anciens internationaux-là, ce que vous dites est juste. Oui. Il faut que, mais il va falloir revoir la façon d'arriver là. C'est-à-dire commencer déjà, pendant qu'on est en activité, à réfléchir sur l'après-carrière. C'est comme ça qu'on prend, si vous voulez, dimension de moule pour arriver à des responsabilités, comme la présidente de la fédération de football, comme c'est le cas au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, vous voyez que Didier Drogba aussi est en train de se positionner. C'est bien cela. Moi, je vais dire qu'un grand joueur n'est pas forcément un grand manager. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ça, et on doit être honnête en le disant. C'est pas parce que j'ai été un grand joueur que je sais manager un groupe. Du coup, tous ceux qui ont été anciens gloires, je pense qu'il y a quand même parmi eux des managers. Voilà, ceux-là peuvent effectivement essayer d'apporter leurs touches en s'ingérant effectivement dans cette gestion-là. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, comme il a dit, c'est une question de leadership. Quand vous avez été ancienne gloire, est-ce que vous avez le carré de diriger? Sinon que si vous venez parce que vous êtes ancienne gloire pour diriger et que vous n'avez pas même les caractéristiques d'un manager, votre statut d'ancienne gloire ne va pas vous sauver dans cette situation. D'accord. Merci. On va croiser les doigts, espérant donc que le football burkinabé va bientôt quitter cette zone de turbulence pour pouvoir se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci à vous, Salifou Guigman. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Horizon FM. Merci également à Moussa Ramdé, journaliste sportif à CS Média. Merci pour vos différentes contributions. On espère que cela va servir le football burkinabé. Merci enfin à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique également. On se dit à dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 jours dans la savane. En attendant, portez-vous bien. Patron. Ah, c'est maman. Ah, bon. La gomme mam l'hôtel gomme. Tu l'une faut n'angana mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum par zaka. Nen mam han wo wodo am gem zaka. Wana. C'est maman, regardez. Wana song de. Eh, OK. Ah bon. Wow. Why? Salon ya neri. Liba zibe ya neri. Ay wata mun be sam do. Yan. Ndobe. Fo hanje to piro o gentanga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yan patat do bedla. On tara robeda. Zema million pisila ni. Million pinase. Million pisno. Million pisobla no. Ciao. Million pisobla no alam data. Nyam sangay zam hadan buran data ya zakam mentar pangan kawr har wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa kademi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel long waye.
Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Adama